Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, chères auditrices, chers auditeurs, dans notre nouvel épisode du podcast Regards croisés en santé. Regards croisés en santé, c'est le premier podcast français qui réunit des professionnels de santé d'horizons divers et des experts d'autres disciplines pour partager des expertises utiles pour le secteur de la santé. Je suis Mariam, votre animatrice, et je suis ravie de vous guider à travers cette discussion enrichissante en compagnie de nos deux invités. Dans cet épisode, nous avons choisi de nous intéresser à un sujet qui nous a semblé essentiel. Il s'agit de la nécessité d'assurer une prise en charge inclusive en santé pour les personnes en situation de handicap sensoriel et particulièrement malvoyantes. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur des défis et des enjeux auxquels sont confrontées les personnes malvoyantes dans le domaine de la santé. Nous explorerons les obstacles auxquels elles sont confrontées, ainsi que les solutions et les approches innovantes visant à promouvoir une prise en charge inclusive et adaptée. Nos invités et experts partageront leurs connaissances, leurs expériences, mais aussi leurs perspectives sur ce sujet crucial. Nous espérons que cette discussion éclairera et sensibilisera davantage sur la nécessité de garantir l'égalité d'accès aux soins de santé pour tous, quelle que soit notre situation. Restez à l'écoute pour découvrir le retour d'expérience de nos deux invités sur cette question importante et pour créer un environnement de soins de santé plus inclusif et respectueux de la diversité. Donc Maxime, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est, dans un premier temps, le handicap sensoriel et quelles en sont ses différentes formes ? Alors, le handicap sensoriel, comme l'indique le terme sensoriel, sous-entend une incapacité ou des difficultés à recevoir de l'information ou à émettre de l'information. Évidemment, sur tout ce qui est, on va dire, organe des sens. Donc, c'est tout ce qui est auditif. Ça peut être aussi au niveau visuel et au niveau, on va dire, sur tout ce qui est verbal. D'accord, donc c'est au niveau de ces trois aspects, auditif, visuel ou verbal. Et avec une difficulté qui est soit d'émettre de l'information ou de recevoir de l'information. Et donc, Léa, bonjour. Bonjour. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés ou sont confrontées les personnes en situation de handicap sensoriel dans le domaine de la santé ? Alors, les défis sont assez multiples pour que ce soit les personnes sourdes et également pour les personnes malvoyantes. C'est que quand on doit anticiper notre rendez-vous médical, c'est la prise de rendez-vous au téléphone pour essayer de comprendre quels sont les lieux, quelle est l'heure et comment réussir à s'orienter également pour trouver le secrétariat. Après, il s'agit aussi également de la compréhension du face-à-face, la rencontre entre les deux personnes, la personne en situation de handicap sensoriel et la personne du personnel médical, qui va découvrir que la personne en situation de handicap ne fonctionne pas de la même manière qu'une personne qui n'a pas cette situation-là. Et donc très souvent, il y a des situations de confusion, des maladresses et qui génèrent beaucoup de stress pour les personnes en situation de handicap sensoriel. Donc déjà qu'on est stressé d'aller à l'hôpital par rapport à notre problème de santé, mais on l'est encore plus sur la possibilité de trouver l'accessibilité. Et Maxime, pouvez-vous nous partager une expérience personnelle ou professionnelle qui vous a sensibilisé au handicap sensoriel en tant que professionnel de la santé ? Alors, il y a eu plusieurs situations, mais la première a été la situation d'une personne arrivant, j'étais en activité libérale à ce moment-là, arrivant à mon cabinet avec un mutisme, donc impossibilité de communiquer avec moi
d'émettre des informations, en tout cas sur le plan verbal. Et en fait, j'avais essentiellement construit mon expertise clinique avec des échanges verbaux, voire à obtenir des informations. Et ça a été une première remise en question sur ce sujet-là, de me dire: «Mais comment je vais pouvoir obtenir les mêmes informations qu'avec une autre personne sans avoir, le biais du verbal?» Et donc alors à partir de là, on a essayé de développer ensemble, différents outils, hein. Tout simplement le fait d'écrire, des informations, de transmettre par le dessin, par le support en tout cas écrit, par certains signes quand c'était des informations qui étaient assez courtes et qui devaient être transmises rapidement. Et puis, finalement toute une communication un peu inconsciente, informelle, dans le non-verbal qui permet finalement de fluidifier la séance. Ça, c'est un peu plus intuitif et avec plein de petits détails que je vais pas forcément énoncer là maintenant, mais qui permettent finalement que la personne se sente bien aussi, dans sa prise en charge. D'accord, donc en fait, au final, vous avez dû vous adapter, comme vous avez pu avec vos moyens, pour pouvoir répondre à cette demande, au final? C'est ça, c'est ça. Et finalement, le regret que j'ai et c'est le constat, des difficultés de situation de handicap qu'il peut y avoir, au niveau de la communication, c'est d'apprendre des fois sur le fait que la personne a cette situation de handicap. Quand je parle de ça, mais on peut aussi parler des personnes, ne parlant pas français ni anglais, donc ça aussi, c'est une grosse difficulté pour nous, nous adapter en tant que soignants. Les personnes allophones, voilà, on est dans la même problématique aussi, de situation de handicap, de communication. Et donc, premier point, c'est, en fait, l'information que la personne a. Ça, dans le milieu libéral, c'est souvent la problématique, pour exercer là, plus récemment dans le milieu salariat, on a des informations, vu que c'est un travail d'équipe qui arrive plus rapidement. Mais sur le libéral, on est un peu, souvent démunis sur, l'arrivée du patient. Comment la sensibilisation au handicap sensoriel peut-elle améliorer la qualité des soins de santé pour, ces patients, pour vous, Maxime? Le fait de Hem sensibiliser les professionnels de santé à ce sujet, comment ça peut bénéficier à ces patients? Alors en fait, le fait de sensibiliser, ça va leur permettre de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes à donner de l'information, à se faire comprendre. Et déjà ça c'est un premier point qui me paraît indispensable finalement de réduire, cette incertitude dans la communication. Il y a toujours une part d'incertitude dans la communication, même quand on parle avec quelqu'un dont on connaît à peu près on a les mêmes canaux de communication, on a la même langue parlée, on n'a pas de situation d'obstacle dans la communication, de situation de handicap. Malgré tout ça, on a des incertitudes dans le fait de comprendre la personne complètement, dans le fait de comprendre les émotions, le parcours, l'histoire de la personne. Et en fait, cette incertitude, elle est majorée, de manière, exponentielle quand on est face à quelqu'un qui ne peut pas communiquer ou qui, ne peut pas émettre, comprendre de l'information. Et c'est ça ce qui, pour moi est le point clé à transmettre aux soignants, c'est de se rendre compte qu'il y a ces obstacles-là. La sensibilisation, elle passe par la compréhension de ces obstacles. Et malgré le fait qu'on puisse, connaître théoriquement une situation de handicap, en fait, on ne perçoit pas forcément toutes les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes. Et ça, c'est vraiment ce parallèle entre, la théorie et la pratique qu'il faut arriver à lisser. Et pour vous, Léa, comment justement cette sensibilisation au handicap sensoriel, elle peut, améliorer, la qualité des soins pour des personnes, en situation de handicap sensoriel? Alors, déjà pour vous raconter, mon expérience personnelle aussi, c'est que, en période de covid, on portait tous les masques. Donc, moi je ne pouvais pas lire sur les lèvres et en plus je n'entendais pas très bien parce qu'à l'époque, j'étais au moment où j'avais des acouphènes qui couvraient le bruit de mes appareils.
Donc, je suis allée à l'hôpital pour pouvoir me faire ausculter, pour avoir des soins. Et j'ai raté la personne qui m'a appelée par mon nom parce que je ne l'ai pas entendue et parce qu'elle ne savait pas que j'étais sourde. Donc, résultat, je suis restée dans la salle d'attente pendant 2 heures jusqu'à qu'on vienne me voir pour me dire pourquoi vous l'attendez, est-ce que vous avez besoin de quelque chose et tout. Ben, j'attends juste mon tour, en fait. C'est quoi votre nom? Et c'est Léa. Et là, on m'a dit: «Ah, mais je vous ai déjà appelé avant». Et moi, j'étais là: «Mais je suis une personne sourde, la secrétaire, elle ne vous avait pas prévenu». Et là, il y avait un petit couac de communication parce que j'étais dans un hôpital et tout le monde était stressé, tout le monde courait dans tous les sens et donc c'était assez compliqué. Et donc c'est pour ça que la sensibilisation, elle est très importante parce que ce soit non seulement pour les praticiens médicaux, mais aussi pour les patients également. Parce que nous, si on a accès aux vidéos, que ce soit pour les personnes malvoyantes, pour les personnes qui ne peuvent pas parler ou les personnes sourdes, on sait qu'on peut demander quel type de besoin on a, qui est à notre disposition et aussi qui peut également aider le personnel médical à être rassuré en se disant: «Voilà, je me rappelle d'avoir vu telle vidéo ou telle affiche, donc je peux me mettre face à la personne et je peux lui expliquer les choses ou soit je peux accompagner la personne malvoyante pour venir jusqu'à tel lieu de rendez-vous où elle a besoin de s'orienter dans un milieu médical». Parce qu'une personne malvoyante, elle ne connaît pas forcément les lieux, donc elle a besoin de repères. Ou soit Mmh. il y a aussi le fait que généralement les personnels médicaux, elles s'adressent souvent à notre accompagnateur ou à notre interprète, mais sans nous adresser à nous, les personnes concernées. Et donc, faut pas. Enfin, c'est pour ça que la sensibilisation, elle est très importante dans le sens où ça permet de rassurer les deux côtés, que ce soit du personnel médical, mais aussi pour les patients. Et vous avez parlé du masque, du coup, mais Oui. est-ce qu'il y a d'autres obstacles pour des personnes en situation de handicap sensoriel, qui sont un obstacle en fait vis-à-vis de la communication avec les professionnels de la santé pour vous? Oui, alors, il y a plusieurs obstacles, en fait. Par exemple, généralement, les médecins, quand ils sont installés sur leur bureau, ils sont installés à contre-jour. Donc, ils ont une vitre et qui fait qu'on a soit le soleil ou soit la pluie, ce qui fait qu'on ne peut pas lire sur les lèvres. Donc c'est très compliqué. Donc on demande constamment aux médecins de se déplacer, si possible, dans un autre endroit un peu plus sombre pour qu'on puisse lire sur les lèvres. Et Et est-ce qu'ils vous aussi comprennent? Est-ce qu'ils comprennent les médecins quand vous leur faites cette proposition? Oui, quand j'explique, derrière, que je suis une personne sourde, et que je parle français, mais que je n'utilise pas la langue des signes, et que, j'ai pour la compréhension et l'échange soit fluide, il faut que je puisse lire sur les lèvres. Donc, D'accord, donc quand la vous majorité des l'expliquez, médecins comprennent. Mmh, d'accord, quand vous l'expliquez, au final, ils comprennent ce que vous dites. Très voilà. bien. C'est ça. Il faut en fait, c'est pas donné à toute personne sourde, en fait, de savoir expliquer, pourquoi on a besoin qu'un médecin se déplace, à un autre endroit. Tout comme on a besoin qu'un médecin prenne le temps d'écrire, les quelques mots compliqués à comprendre, parce que, être une personne sourde et le fait que j'entends votre voix ne signifie pas que je comprends ce que vous me dites. Mmh. Donc, j'ai besoin d'un support écrit ou soit que je puisse lire sur les lèvres. Mais si on a Mmh. un mot très compliqué sur un annonce d'une maladie, heu, bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais très généralement, c'est mieux qu'il faut qu'on l'écrive ou Mmh. encore, rassurer la personne, quand on nous appelle, pour notre tour, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ait un contact visuel avec la personne sourde ou, qu'on vienne me chercher et appuyer mon épaule pour me dire que c'est mon tour. Là, tout de Mmh. suite, on ne loupe pas. Il peut y avoir, en fait, il y a plein d'exemples, des petits gestes, en fait, qui nous semblent anodins, mais qu'on ne le fait pas forcément, mais qui allègent littéralement la charge mentale pour les personnes handicapées sensorielles. Donc, voilà. Super intéressant. Merci Léa pour ce partage. Et Je vous donc en prie. Maxime, je sais que vous êtes très sensible du coup à ce sujet.
Selon vous, comment les professionnels de la santé peuvent-ils améliorer leur communication avec, des patients qui souffrent de handicap sensoriel? Donc par rapport à ce que je disais précédemment, déjà de comprendre. Comprendre, ça sous-entend de voir l'individualité de la personne. Comme Léa l'a souligné, ça dépend de si la personne communique par exemple sur la langue des signes, donc parler complété, n'utilise pas ce genre de support, est appareillé, ne l'est pas. Enfin, il y a énormément de paramètres qui sont à prendre en considération, déjà pour individualiser le soin et individualiser finalement l'échange avec la personne. Donc déjà, c'est le premier abord. Le deuxième, c'est d'avoir suffisamment de cordes à son arc pour pouvoir être capable de transmettre des informations, au contraire d'être sûr qu'elles ont bien été reçues. Donc ça, c'est les outils qui sont autour de ça. On en a cité quelques-uns. C'est de l'adaptation par rapport s'il y a de la lecture labiale, de se positionner correctement face à la personne et qu'il n'y ait pas de contre-jour. Sur la question du masque, aménager la possibilité que le masque soit baissé s'il y a une situation d'hygiène, mais donc ça sous-entend qu'il n'y ait pas de personne autour. Il y a tout ce qui va être aussi sur la charge mentale qu'a abordé Léa. C'est une charge mentale sans doute plus importante sur certaines tâches pour ces personnes-là. Donc il faut aussi laisser plus de temps. Et puis prendre en considération la fatigue que peut induire un exercice cognitif par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça, des fois, on oublie que ça peut être lourd pour ces personnes. Donc vous voyez, c'est plein de petits paramètres comme ça qui peuvent être adaptés, mais qu'il faut d'abord avoir conscience et qu'il faut individualiser aussi en connaissant la personne et en connaissant tous les paramètres. Et donc, quelle serait pour vous la compétence spécifique que devraient avoir les professionnels de la santé pour mieux prendre en charge ces patients? Je pense que le premier, mais c'est commun à beaucoup de choses, c'est une remise en question. De nos pratiques, et donc ça sous-entend ce qu'on appelle la métacognition, faire un pas de recul par rapport à ce qu'on fait et de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que la personne a bien compris, et pas rentrer dans une routine. On va dire ça, c'est la première compétence qui est pas forcément innée et qui est pas forcément valable chez tous les professionnels. Donc ça, finalement, c'est peut-être que ça sera le déclic de certaines personnes à la formation. Déjà, ce sera de se dire, je suis pas suffisamment compétent sur ce sujet-là. Et il y aura déjà une première étape dans le processus de compétence. Après, dans les autres compétences, ça va vraiment être sur le côté adaptation par rapport à la personne. Et donc, pour moi, c'est plus des savoir-faire. C'est des savoirs dans la notion de comprendre la personne qui est en face de soi, mais surtout des savoir-faire avec, on va dire, des tips, des astuces pour s'adapter. Et je pense que c'est un ensemble de choses dans cet esprit-là qui constitue une compétence. Et encore une fois, une revalidation de savoir est-ce que la personne a bien compris. Est-ce que l'information que je viens de lui donner, est-ce qu'elle l'a bien assimilée? Est-ce que j'ai bien compris les informations qu'elle voulait me communiquer? Est-ce que toutes les informations qui étaient nécessaires ont été communiquées? Et c'est tous ces questionnements-là qui sont très intéressants et très importants à développer. Très bien. Donc finalement, c'est prendre le recul et se former, continuer à se former en fait. Oui. C'est valable dans tous les sujets, mais finalement, c'est aussi sur des zones un peu moins explorées, des angles morts de la santé que on peut aussi aller travailler. Et je trouve que c'en est un où malheureusement il n'y a pas cette fluidité, l'accessibilité sur les soins en France. On peut pas dire qu'on soigne tout le monde de la même façon. C'est pas possible. Aujourd'hui, je ne constate pas ça aujourd'hui. Et on a un gros travail à réaliser dans cet axe-là d'inclusivité dans les soins. C'est un peu la différence entre égalité d'accès aux soins et équité, enfin les deux mots, égalité ou équité au final.
Et pour vous, Léa, quelle serait la compétence spécifique que devraient avoir les professionnels de la santé pour assurer une meilleure prise en charge vis-à-vis des patients en situation de handicap sensoriel? La patience, Ah, vraiment, la patience. la patience. Parce que des fois, il arrive que certaines personnes en situation de handicap sensoriel ne sachent pas très bien exprimer ses besoins et donc peut ressentir une frustration face au manque d'accès des soins et donc risque de s'agacer sur le personnel de santé qui malgré tout n'y peut rien parce que n'étant pas formé à ça. Donc, il faut juste ne pas entrer dans son jeu et s'agacer aussi également du manque d'accessibilité ou de l'agressivité du patient, mais essayer d'être patient et de comprendre et suivre son instinct pour essayer d'améliorer la situation, tout en essayant de comprendre justement le patient, d'où il vient, quelles sont ses origines, s'intéresser à la personne pour dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous pour améliorer votre situation et est-ce que je peux vous guider à un tel endroit où vous avez besoin d'aller ou est-ce que vous avez besoin d'être soigné. Donc ça, c'est quelque chose de pas très facile à avoir, je trouve, pour les personnels de santé, sachant que la situation peut, ça dépend d'où on travaille, mais c'est pas évident dans le sens où on n'a pas forcément toujours le temps et les moyens d'être compréhensif et d'être patient. Et ça, c'est vraiment une qualité impressionnante à avoir parce que je me rappelle, en tant que personne handicapée sensorielle concernée, je me rappelle que je suis venue à une pharmacie, mais je ne comprenais pas justement ce qu'on me demandait et ce qu'on attendait de moi. Et aussi, on faisait des manipulations pour faire un test Covid. Moi, je m'attendais pas à qu'on m'enfonce une tige dans le nez parce qu'on m'a pas expliqué. Et donc, à un moment donné, j'ai senti ça comme une agression. J'étais là, non, 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 moi, je veux pas ça. Là, on se calme tout de suite. Et l'infirmière, elle a compris que j'avais précisé que j'étais sourde à une autre infirmière, mais la pharmacienne n'avait pas compris et ne savait pas ça non plus. Toujours le problème de communication, du fait que les gens sont pressés parce qu'il y avait une longue file. On avait environ 20 personnes à tester, donc c'était énorme. Et donc là, j'ai dit que je suis une personne sourde et que je ne sais pas ce qui se passe, comment on fait, etc. La pharmacienne, tout de suite, elle s'est adaptée en disant, voilà, je vais vous enfoncer la tige, je connais, nanana. Et elle l'a expliqué en enlevant son masque. Donc ça, c'était super. Ouais, ça, c'était vraiment super et super risqué pour elle parce qu'en plus, j'avais la Covid à ce moment-là en plus. Oh là là, ah oui, d'accord. Mais je suis allée la voir juste après quand j'étais guérie pour vérifier si tout allait bien quand même et pour la remercier d'avoir fait ça parce que ça m'a vraiment, vraiment rassurée. Et, ouais, et donc ça a permis de faire le test un peu plus facilement également parce que j'étais moins tendue. Parce que quand un patient est tendu, bah, le test est un peu compliqué à faire. Exactement, voire impossible des fois. Mais donc finalement, ce que vous dites, c'est de la patience malgré le contexte qui est tendu et la compréhension. Et de la compréhension, donc de la pédagogie pour accompagner le patient dans sa prise en charge au final. Voilà. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Léa. Et donc, pour poursuivre, Maxime, comment les établissements de formation médicale peuvent-ils mieux intégrer la sensibilisation au handicap sensoriel dans leur programme, selon vous? C'est une vaste question qui, à mon sens, commence déjà par la base qui est malheureusement pas toujours abordée, qui est de parler des situations d'handicap et de toutes les situations d'handicap. Aujourd'hui, il est facile, je vais parler pour ma branche en kiné, il est facile de parler d'handicap moteur dans une branche qui forcément s'occupe énormément de ça. Par contre, il est plus difficile d'aborder des situations de handicap plus complexes, que ce soit sensoriel, cognitif ou psychique, qui sont un peu considérés comme moins vus par les kinésithérapeutes après leur diplôme, et ce qui est pas forcément tout à fait vrai. Là, je vous parle de ma filière, mais je pense que de manière générale, c'est un manque qu'il peut y avoir. On saute les étapes, on considère que un peu sur la même question d'égalité et d'équité, le distinguo que vous citiez précédemment, il y a vraiment cette problématique on prend les personnes qui viennent en face de nous
de la même façon. On s'occupe de ces personnes de la même façon. Alors que finalement, il y a une façon particulière de s'occuper de l'un et de l'autre. Et cette adaptation-là ne se fait pas toujours. Donc je pense que c'est vraiment le gros axe, il est sur l'adaptation. Il est aussi sur la prise de conscience parce que je voulais rebondir sur la notion de patience qu'énonce Léa. Évidemment, il faut de la patience, mais cette patience, elle n'est permise que si il y a une facilité dans le raisonnement, dans la clairvoyance de la situation et dans le proposer des solutions. Et ça, sinon, en fait, on rentre en effet sur un stress du soignant et du patient en second plan, parce que finalement, il faut faire les choses et il faut faire les choses toujours dans le même temps. Par contre, il y a une adaptation quand même à donner. Donc, c'est ça ce qu'il y a à transmettre aussi, c'est cette adaptation du soin et de rendre moins stressant le fait d'adapter un soin. Voilà. Et cette adaptation, elle est possible en formation continue ou initiale ou les deux? Elle est possible dans les deux. Je pense qu'elle est surtout possible par tout ce qui est mécanisme de pédagogie par assimilation. Ça se fait de plus en plus dans le milieu médical et fort heureusement. En fait, on met en situation l'étudiant face à un acteur ou ce qu'on appelle un patient simulé. On peut le mettre aussi face à un mannequin et qui réalise le geste. Donc, en fait, c'est le mettre dans la situation la plus proche de la réalité pour pouvoir l'évaluer. Et ça, bon, avec des acteurs en face de l'étudiant, ils se rendent compte en fait des difficultés qu'ils peuvent avoir et de la compétence est beaucoup plus facilement intégrée. Je pense clairement à la plus-value de ce genre de pédagogie, à la différence d'une plus-value qui est très descendante d'une pédagogie. On va dire, ça serait bien que si tu es face à une personne comme ça, de te comporter comme ça. Ah oui, mais je ne l'ai pas expérimenté. Donc l'étudiant, il va forcément se retrouver face à la situation plus tard et bloqué. Donc je pense qu'il y a un gros axe là-dessus de mise en situation des étudiants au-delà du milieu clinique et vraiment dans le milieu académique avec de la simulation. Très bien. Vous en parlez tout à l'heure. En fait, c'est un peu de faire passer de la théorie à la pratique, donc via la simulation, si j'entends. Et Léa, est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de bonnes pratiques qui pourraient être utilisées dans les hôpitaux ou les cliniques et qui favoriseraient justement l'accessibilité aux soins pour ces patients? Oui, alors déjà, nous avons ce qu'on appelle des UASS dans le cas des personnes sourdes. En gros, ce sont des unités d'accueil et de soins pour les sourds et il y en a dans toutes les régions. Donc, il y en a dans Paris, dans Lille, dans Nantes. Et ça, c'est des unités d'accueil qui accueillent les personnes sourdes de tout type, que ce soit en langue des signes, que ce soit des sourds qui ne communiquent pas en langue des signes ou en LFPC, le langage parlé complété. Ou soit c'est des personnes également pour les personnes malvoyantes et qui ont des problèmes d'orientation, ils ont une pratique qui fait qu'ils repèrent directement dès que la personne malvoyante utilise une canne, ils se proposent dans certains hôpitaux de vouloir guider la personne malvoyante afin de lui éviter d'un stress si jamais elle est toute seule et pas accompagnée d'une personne accompagnante. Après, nous avons évidemment des affiches qui disent voilà, est-ce que vous êtes une personne sourde, est-ce que vous êtes une personne malvoyante, il y a telle affiche qui peuvent expliquer voilà, telles sont les démarches que l'hôpital vous propose de faire, ne pas hésiter à venir voir la personne en accueil. Après, il y a des... Excusez-moi Léa, du coup, est-ce que les affiches, c'est suffisant pour vous, selon vous? Non, les affiches sont pas toujours suffisantes. Mais elles peuvent être rassurantes dans le sens où moi, par exemple, si je vois une affiche dans un hôpital concernant les personnes sourdes, je me dis « Oh, chouette !» Donc, le personnel a été sensibilisé un petit peu aux handicaps sensoriels. Donc, ça veut dire qu'ils savent à quoi s'attendre. Donc, on peut être accueilli avec un stress en moins, en fait. Donc, ça, c'est... Pour les personnes malentendantes, c'est peut-être pas suffisant. Enfin, je me dis...
Oui, bah, les personnes, malentendantes, c'est pas toujours suffisant, non, parce que, souvent, elles peuvent être confrontées à des problèmes de communication puisque, souvent les personnes dans les milieux hospitaliers portent des masques pour protéger les autres malades. Donc, niveau lecture labiale, c'est pas très pratique. Mais, les personnes malentendantes n'hésitent pas à se signaler un peu plus facilement dans le sens où, nous, les personnes, handicapées sensorielles, on a, une sorte de syndrome de personne, je gêne avec mes besoins spécifiques en tant que personne handicapée parce que j'ai des besoins particuliers alors qu'il y a d'autres malades qui ont aussi d'autres besoins particuliers qui ne vont pas bien. Bien sûr. Donc, moi, je n'oserais pas dire telle chose ou telle chose. Donc, si Mmh. je vois une affiche qui dit voilà, vous êtes une personne sourde, n'hésitez pas à demander. Ça allège justement cette charge de culpabilité en plus de la charge mentale. Donc, Oui, on c'est vrai. n'hésite pas à aller demander le personnel médical après pour dire voilà, excusez-moi, je suis une personne sourde, j'ai du mal à m'orienter, j'ai besoin de savoir où est telle salle. Est-ce que vous pouvez me guider, par exemple? D'accord. Donc pour les personnes, excusez-moi, malentendantes, oui, effectivement, la fiche pourra être utile, mais pour les personnes malvoyantes, si elles ne voient pas la fiche, ça risque d'être compliqué, non? Enfin, Ouais, ça arrive d'être compliqué. Mais en fait, faut savoir qu'il y a différents types de personnes malvoyantes, en fait. Donc, il y a des personnes qui peuvent pas effectivement voir l'affiche, mais d'autres qui n'hésitent pas justement à aller vers l'affiche ou regarder le plan de l'hôpital pour pouvoir s'orienter d'abord avant de pouvoir s'engager dans les grands couloirs et se perdre, en fait. Et donc, très d'accord. souvent, les affiches sont soit à l'entrée ou soit à côté du secrétariat. Ça dépend des hôpitaux et ça dépend des cliniques. Parce que dans mon cas, de mon ami qui est sourd aveugle, donc en soi, c'est une personne qui est sourde et qui est aussi, malvoyant. Donc c'est le double combo, donc c'est très compliqué et galère pour lui de s'orienter. Donc il a toujours une canne avec lui. Il déteste utiliser la canne dans la vie de tous les jours, mais dans le cadre de l'hôpital, il utilise la canne et il s'oriente et il réussit toujours à se faire aborder par un personnel médical pour dire: «Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous aider?» Mais sauf que mon ami ne l'entend pas quand elle lui parle. Elle lui Ouais. précise: «Excusez-moi», il sait qu'il y a quelqu'un qui lui parle, il dit: «Je suis une personne sourde et aveugle. Je cherche», il exprime son besoin tout de suite. Il a appris à exprimer son besoin immédiatement et le personnel, se charge du reste. Parfait. Donc ça nécessite quand même une certaine éducation du patient, pour pouvoir communiquer ses besoins. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, l'éducation va dans les 2 sens, en fait. Parce que ça va dans le sens aussi, du personnel médical, mais aussi du patient, mais également dans le cas des jeunes patients, ça va aussi chez les parents. Mes parents, eux, ils ont toujours été sensibilisés à savoir comment exprimer les besoins en tant que moi, en tant que personne sourde, parce que j'étais trop jeune et pas forcément consciente, qu'il faut que j'exprime constamment mes besoins. Et donc quels sont, Maxime, pour vous, est-ce qu'il y a des outils technologiques ou des aides qui sont disponibles pour faciliter la communication, entre les professionnels de la santé et ces patients en situation de handicap, sensoriel? Alors, j'aimerais bien qu'il y ait des outils comme ça. À mon sens, c'est pas enfin, j'ai pas je suis pas tombé sur des outils suffisamment, utiles pour ma pratique jusqu'à maintenant pour me dire: «Tiens, je vais l'utiliser demain». Alors évidemment, ce qui serait pertinent, c'est, quelque chose qui puisse, être très flexible dans l'usage et aujourd'hui, en fait, je retourne plutôt sur des techniques assez simples, hein, qui sont sur de l'écriture, sur de l'adaptation par rapport à la personne. Par rapport à ce que disait encore une fois Léa, là, il y a aussi comprendre le niveau d'handicap. Des fois, on fait tout de suite le raccourci de se dire: «On a quelqu'un qui est, malentendant, donc forcément il va pas m'entendre». En fait, la personne peut entendre certaines choses, donc on va pouvoir faire quand même passer certaines informations. Par contre, il faut que je sois sûr que la personne reçoive bien ces informations. Donc c'est en fait, c'est une je pense qu'il n'y a pas d'outil miracle là-dessus. Il y a vraiment plutôt le premier outil, c'est le professionnel qui doit s'adapter. Merci beaucoup Maxime, et pour vous Léa, est-ce que vous connaissez des outils, de ce type qui pourraient aider, à la fois les patients, mais aussi les professionnels de la santé sur ce sujet?
Alors, moi, pour les personnes sourdes signantes, sachant qu'elles ne communiquent toutes pas en français et donc ne savent pas toutes lire en français également. Donc, la langue des signes, c'est une langue vraiment à part, qui est gestuelle, qui est très visuelle et donc n'a pas la même syntaxe en langue française. Donc, ce qui crée un problème de communication très récurrent entre les praticiens et les patients. Et donc, il y a justement ACO, qui est une solution d'accessibilité pour le médical et les patients, en fait, qui met en place un interprète en langue des signes pour les praticiens et pour le patient. Ensuite, il y a aussi la possibilité pour les appels et les communications, c'est utiliser pour les prises de rendez-vous, c'est utiliser Rogevos. Rogevos, c'est une interface qui permet d'utiliser un interprète en langue des signes ou un interprète en LFPC, en langue parlée complétée, lors d'un appel pour une prise de rendez-vous. Mais c'est pas toujours évident parce que la sécurité des hôpitaux est assez élevée, fait qu'on ne peut pas installer n'importe quel logiciel, dont Rogevos ou encore Google Retranscription. Donc, faut prendre en compte ça aussi, que certains logiciels ne peuvent pas toujours fonctionner dans les gros hôpitaux, alors que dans les cliniques, ça peut ne pas nous poser problème. Ensuite, nous avons, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête, mais déjà, c'est déjà ça. Et après, l'outil qui peut être employé, c'est vrai que tu le cites, c'est l'apprentissage par le professionnel de santé, de la langue des signes, du langage parlé complété, en tout cas des bases. Par les contre, bases, c'est oui, très justement, ça peut être... c'est pas forcément facile d'apprendre toutes les différentes langues. C'est comme si finalement on s'amusait à apprendre toutes les langues du monde pour pouvoir s'adapter à tous nos patients. Mais avoir quelques éléments, ça peut être pertinent. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être quelques éléments du type, comme des éléments de base, mais même une fiche, en fait, avec tel signe signifie, voilà sa signification, une fiche avec des associations, en fait, entre le signe et la signification. Et Léa, donc je vous remercie. Donc actuellement, ce qui est surtout utilisé, c'est des interprètes, ce que je comprends de ce que vous dites, entre le professionnel de la santé et les patients. Donc, c'est super intéressant. Et puis, on espère à l'avenir des applications utiles dans ce sens, dans le domaine de la e-santé. Donc, c'est super. Donc, je vous remercie à tous les deux. Merci à Léa pour votre témoignage riche et inspirant. Qui est un modèle de détermination et d'inspiration pour beaucoup de femmes. Merci à Maxime pour votre contribution et votre apport déterminant en tant que professionnel de santé sensible au sujet de l'inclusion en santé. Et pour conclure cet épisode, nous tenons à souligner donc l'importance fondamentale de l'inclusion dans le domaine de la santé. Nous avons exploré les défis auxquels font face les personnes malvoyantes, mais aussi malentendantes. Mais nous avons également mis en lumière des solutions, des bonnes pratiques et des initiatives qui œuvrent en faveur des soins de santé plus accessibles et plus équitables pour tous. Il est donc impératif que les professionnels de la santé, les établissements de soins et la société dans son ensemble reconnaissent la nécessité d'une prise en charge inclusive et adaptée pour les personnes en situation de handicap sensoriel. Ensemble, donc contribuer à créer un environnement de soins de santé où chacun, quels que soient ses besoins ou ses différences, puisse bénéficier d'un accès équitable aux soins de qualité. L'inclusion ne concerne pas seulement les personnes malvoyantes ou malentendantes, mais elle concerne aussi toutes les personnes en situation de handicap et c'est un devoir moral et une responsabilité collective de veiller à ce que ces personnes ne soient pas laissées pour compte. La santé pour tous est un objectif atteignable, mais qui demande des efforts et de la bonne volonté de la part de toutes les parties prenantes. Et ensemble, nous pourrons y parvenir. Donc, merci de votre écoute et à bientôt pour notre prochain épisode du podcast Regard croisé en santé. Je vous remercie.